Bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisateurs de m'avoir invité. Alors, nous venons d'atterrir. Je suis un peu jet-laguée et ça peut se porter sur ma voix. Donc, si elle déraille un peu, ne vous inquiétez pas, c'est juste un peu de fatigue. Euh, alors, je vais d'abord vous indiquer, c'est bien dans ce sens-là, le contexte de ce que je vais vous présenter aujourd'hui. En fait, j'ai travaillé avec une parlementaire qui a lancé une mission flash à l'Assemblée nationale en France sur l'éducation critique aux médias et à l'information. Au départ de cette aventure, j'étais simplement auditée parmi le panel des gens qu'elle a reçus. Et pour ce travail, j'avais décidé de faire des entretiens à la fois auprès des jeunes, auprès des professeurs documentalistes, auprès de responsables d'établissements, pour voir un peu ce qui se passait sur le terrain. Il se trouve que ce que j'ai fait l'a intéressé et à la suite de la mission Flash, donc le rendu parlementaire, c'est 4 pages. Il se trouve que Violette a auditionné plus de 100 personnes, vraiment des grands responsables de chaînes de télévision, Hugo Décrypte, des médias, des journalistes, vraiment un panel très très large. Et il y avait donc une documentation énorme. Et là, on s'est dit, bah, c'est vraiment dommage de laisser tout ça en friche. Donc, en fait, on a exploité tout ça, ce qui a donné lieu à ceci que vous pouvez trouver en ligne, qui s'intitule « Armer chacun dans la guerre de l'information, état d'urgence ». Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui n'a pas prétention scientifique. Je vais juste faire un état de l'art, comme je le fais auprès du grand public ou auprès des politiques, je l'ai encore fait vendredi dernier, qui n'ont aucune idée de ce qui se passe, en gros, hein, pour faire vite. Donc vous, je pense que je ne vais pas vous apprendre grand-chose. Je vais juste balayer très rapidement. C'est vous qui passez ou c'est moi? Non, je veux bien essayer de le faire, mais c'est bien comme ça. Donc, je voudrais en introduction vous dire que je ne suis pas du tout anti-techno, au contraire. Ceux qui me connaissent savent que je suis ingénieure et que je développe, et que je trouve que notre monde technologisé est formidable, puisqu'il nous donne accès à quand même une base de connaissances telle qu'on n'a jamais connue. Néanmoins, il y a quelques problèmes. Alors, les problèmes commencent avant le web, en fait, avant les réseaux sociaux, avec les chaînes de télévision qui instaurent un contexte informationnel complètement nouveau. Ce sont notamment les chaînes d'infos en continu. Leur émergence a eu des effets sur la façon de traiter l'information. Donc, j'en balaye quelques-uns. D'abord, confusion totale sur qui parle. On ne présente jamais qui parle. Donc, scientifiques, experts, artistes, journalistes, chroniqueurs, éditorialistes, polémistes, on ne sait jamais. Sans parler des lobbyistes qui viennent exprès pour défendre des intérêts privés. Certains s'en émeuvent, tels que Agnès Verdier-Molinier, pour dire il devrait être affiché quelque part que cette personne est lobbyiste. Pour capter l'attention, l'économie de l'attention, on en a parlé un petit peu, eh bien, il faut faire du fight, du combat. Il faut trouver la punchline, la phrase courte qui va rester dans toutes les mémoires. Donc, Camille, on est en dessous de 180 secondes. On est à quelques mots. Donc, on va faire du combat, même infondé, juste pour activer l'audience. Alors voilà une image, pardon, tous mes exemples sont français, je n'ai pas pu les adapter. Voilà une image à laquelle nous sommes tout à fait habitués. Deux contradicteurs débattent sur un sujet affiché en gros. Il y a un petit problème démocratique, c'est que la prévalence des opinions n'est jamais indiquée.
Donc, vous pouvez très bien avoir l'un des deux qui représente 80% des opinions et l'autre 2%. Peu importe, une parole en vaut une autre. Et ça peut être d'un côté une parole d'expert et de l'autre quelqu'un qu'on a trouvé, on ne sait pas comment. Quel type de débat s'instaure? Donc là, on passe sur un autre type d'émission qui est un plateau de type dit infodivertissement qui se situe entre le talk show et le magazine, qui s'assoit proprement sur toutes les règles déontologiques du journaliste. On va voter en direct avec une pancarte qui dit oui ou non sur la base d'arguments qui, là encore, ne dépassent pas 3 phrases. Donc, c'est une sorte de tribunal populaire sans justice, puisque, à la fin, on condamne. On passe aux réseaux sociaux qui ont amené d'autres types de travers. D'abord, vous avez un petit graphique ici qui montre que plus une information est fiable, moins elle est virale, et réciproquement. Plus elle est proche de la spéculation, plus elle est virale. C'est embêtant. Ce qui fait que le vrai, la vérité scientifique, pour les jeunes, elle est perçue comme une opinion parmi d'autres, toutes étant aussi respectables. Donc, un prof m'a dit, moi, quand je dis à un jeune, mais ta théorie, elle est fausse, juste que la Terre est plate, c'est faux. Le jeune répond, mais madame, c'est mon opinion, vous devez la respecter. Elle vaut la vôtre. Voilà ce que nos profs entendent en classe. Sur les réseaux sociaux, les biais cognitifs fonctionnent à plein régime. On les a abordés un petit peu. Il y en a 20 très connus. Je ne vais pas tous vous les faire. On a parlé du biais de popularité. Hein. Être populaire fait croire que ce qu'on dit est vrai, ce qui n'a rien à voir. Le biais de conformité sociale. Si tous les autres font comme ça, ben, il y a peut-être une raison, donc je vais faire pareil. Ou s'ils pensent comme ça, ben, il y a une raison, donc je vais penser pareil. On va s'arrêter un petit peu sur la force des algorithmes. Voilà, c'est l'algorithme qui détermine ce qu'il vous montre, notamment sur votre fil d'actualité. Or, l'algorithme ne veut pas que vous soyez bien informé. L'algorithme veut que vous restiez le plus longtemps possible pour capter vos données ou vous exposer à la publicité plus longtemps. Les algorithmes, donc, vont vous conserver dans votre monde dans lequel vous êtes bien. C'est ce qu'on appelle les bulles de filtre qui s'appuient sur le biais de confirmation, qui est notre tendance naturelle à porter notre confiance sur ce que nous pensons déjà ou ce que nous croyons déjà. Bon, tout le monde connaît cette appellation de bulle de filtre. Néanmoins, c'est un péril pour la démocratie. Voilà une petite expérience qui a été faite par Jean-Bernard Schmitt, qu'il relaie dans son ouvrage Anti-Fake News. Il a pris ses étudiants de Sciences Po, il a réparti une promo en 6 profils aléatoires, au hasard. Rien à voir avec l'opinion des étudiants en question. Et il a fait donc Gilets jaunes, Insoumis, RN, LAREM, Républicains, PS. Élection européenne de 2019. Voilà la consigne, faire vivre le profil sans être proactif, encore moins militant, juste laisser faire le flux. Et noter chaque jour les 10 premiers posts pendant plusieurs mois. Merci. Bilan de l'expérience. Au bout de 3 mois, aucun des 6 profils n'a vu les mêmes publications. Pas un seul contenu commun. Pas un seul. Sur 1960 posts,
quelques messages ont été vus par 2 ou 3 profils. L'immense majorité n'était apparue que sur un seul profil. C'est ça la bulle de filtre. C'est vous êtes dans une bulle de gens qui pensent comme vous. Et c'est l'algorithme qui va déterminer ce que vous pensez. On va voir comment. Ça veut dire concrètement qu'il n'y a plus de commun social, mais des réalités parallèles, voire alternatives, on va parler de faits alternatifs, ou contradictoires. Facebook nous enferme donc en flattant notre biais de confirmation. Il épouse notre vision et nos préjugés pour nous conserver captifs. Le pire, c'est pas qu'il fasse tout ça, c'est que nous n'en ayons pas conscience. On a l'impression que tout le monde voit la même chose. Puisque seule cette tendance-là est visible, la nôtre, on croit que tout le monde pense pareil, puisqu'on ne voit que ça. Et du coup, on ne comprend pas du tout pourquoi les politiques n'en tiennent pas compte. D'où une perte de confiance par rapport aux politiques qui ne fait pas ce que tout le monde attend. Donc, nous voyons se développer 6 versions distinctes de la réalité qui ne se croisent jamais. Troisième paragraphe, mensonge et manipulation. Alors, manipulation électorale de 2016, Donald Trump, je vais peut-être passer rapidement. Donc, c'est l'affaire de la société Cambridge Analytica qui a siphonné 87 millions de comptes Facebook, plus ou moins avec l'accord de Facebook. À partir d'un travail sociologique, ils ont défini 32 types de personnalités. Et à partir de là, ils ont envoyé des milliers de messages individualisés à une heure précise qui est calculée par rapport aux habitudes de consommation de la personne, qu'elles connaissent très bien, et en ciblant les personnes les plus inquiètes, sensibles aux messages anxiogènes. Tout ça, évidemment, à leur insu et en dark post. Donc, concrètement, au moment d'aller voter, on envoie un petit message à quelqu'un dont on sait qu'il possède une arme. Hillary Clinton veut te piquer ton flingue. Tu le sais? Point d'interrogation. Et la personne va voter. Comme vous le savez, le dark post disparaît en quelques minutes, dès qu'il est vu. Zéro trace. Bilan. Des États qui ne sont pas des États basculants, ce qu'on appelle les swing states, habituellement démocrates, vont basculer avec 23 000 voix de plus dans le Wisconsin, 11 000 voix de plus dans le Michigan, 43 000 voix de plus en Pennsylvanie. Ça fait 77 000 suffrages qui donnent la victoire à Donald Trump en ciblant ces États-là, alors qu'il a 3 millions de voix de retard. Donc, on en discutait hier soir, quand nous disions « mais les Américains, ils ont voté pour lui », ben non, il y avait quand même 3 millions de voix de plus pour l'autre candidate. Cette chose n'est pas que américaine. En France, nous avons eu les Macron Leaks en 2017, l'élection de 2017. Ça a été étudié par David Chavalarias dans son ouvrage Toxic Data. Donc, même principe, ce sont des mèmes qui sont envoyés à des personnes identifiées comme des personnes qui vont pouvoir prendre la bonne décision. Donc, on envoie ceux qui sont tendance Fillon, islam et immigration, à ceux qui sont tendance Mélenchon, les riches banquiers mondialistes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce sont 200 000 messages qui ont été envoyés dans l'entre-deux tours sur des hashtags « Danger Macron, jamais Macron, sortons Macron » sur Twitter. Dans les études de Chavalarias et ses équipes, en fait, les fuseaux horaires ont permis de montrer que c'était des messages provenant de l'étranger. Donc, pas du tout des Français qui partageaient leur opinion. Et qu'en plus, ce n'était pas écrit par des humains, mais des robots.
En outre, quand on a perdu l'espoir de promouvoir son ou sa candidate, un bon moyen de gagner en pourcentage, c'est de favoriser l'abstention. Donc, il y a eu aussi toute une campagne sur « Sans moi le 7 mai ». N'allez pas voter. Ça, c'est de la mathématique pure, hein, ça fait monter les voix de ceux qui n'en ont pas assez en pourcentage. Donc voilà, la manipulation électorale, j'ai moi aussi 10 000 fois trop de dire. Ce n'est pas des gens innocents qui s'envoient quelques messages comme ça. C'est très, très calculé. Fake news, je passe, on en a parlé. Négation totale du concept de fait. On en a parlé aussi avec la première conférence, les faits, les faits, les faits. Deepfake et IA générative, tu vas en parler après. Donc voilà, ce genre d'image est aujourd'hui très simple et peu coûteux à faire circuler. Nous avons tous un prédateur dans la poche. Avec 10 likes, Facebook en sait plus sur vous que vos collègues. Avec 100, que votre famille. Avec 130, que votre conjoint. Parce qu'il analyse tout ce que vous faites. On n'a pas besoin de vous poser la question, êtes-vous organisé? On regarde vos opérations et on sait. De l'observation pure et simple. Non-respect de la vie privée, bah, ça vous est tous arrivé. Hein. On vous propose d'être amis avec quelqu'un que vous venez juste de rencontrer. Facebook vous le propose dans les minutes qui suivent. Ou vous venez de parler à quelqu'un d'acheter un lit de bébé, par exemple, et paf, vous avez des propositions publicitaires qui arrivent. Vous l'avez parlé, vous en avez parlé oralement, mais téléphone ouvert. Et puis, bah, du coup, il y a un bébé dans votre environnement. Donc, pub pour des objets de bébé. Vol de données personnelles. Bon, à peu près 5000 points de données sur chacun d'entre nous. Données qui sont bien sûr vendues. D'autres les hackent, ces données. Ils ne les achètent pas, ils les aspirent en ligne au fur et à mesure de ce que vous faites. Parce qu'on en diffuse beaucoup volontairement. Nous sommes les premiers à mettre tout en ligne. Hein. Ça débouche évidemment sur les arnaques, petites arnaques, juste arnaque au retard de paiement ou une commande qui n'arrive jamais. Arnaque sur les comptes bancaires, plus grave, plusieurs milliers d'euros ou de dollars canadiens, où il y a des gens qui ont un double numérique qui se balade avec leur identité. Et dans ce cas-là, c'est très compliqué. Fatigue et anxiété informationnelle, environnement anxiogène, nous devenons tous dépressifs. Décrochage du réel. Ben, cette jeune personne se trouve mieux à gauche. Donc, elle va aller solliciter une chirurgie esthétique à partir de 14 ans aujourd'hui. Pédopornographie, cybercriminalité, je passe. 40 recettes sur ChatGPT pour faire une bombe. Voilà. Et je termine sur même les espaces de confiance nous manquent. Qu'est-ce que c'est les espaces de confiance? C'est ceux qui conservent le patrimoine et préservent la mémoire. Je sais qu'il va y avoir une conférence sur les grottes reconstituées à l'identique, mais complètement fake, comme chacun le sait. C'est ce qu'on a fait nous aussi, et j'ai présenté ça à H2PTM, avec un hologramme de l'un de nos mineurs, Aimable Patin. Alors les amis, ce n'était pas le cas à H2PTM, mais Aimable est décédé la semaine suivante. Donc, ce spectre que l'on a fait de lui est tout ce qui reste de son témoignage aujourd'hui. Voilà comment ça se présente. Hein. Et donc, il témoigne sur ce qu'était la vie à la mine. Et ça, si je vous dis c'est une photo, vous pouvez peut-être le croire. Les regards pointus verront que sur les arbres, il y a des petits problèmes. En fait, ça, c'est une photogrammétrie. Donc, c'est un modèle numérique pris par photo. Je passe là-dessus. Vous pouvez passer. Voilà. Et ceci, c'est la photo. La différence n'est pas si grande. Merci de votre attention.